Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, le chemin de la Renaissance africaine, quel est-il? Le retour aux sources africaines et surtout, comme nous le savons déjà, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Ici, c'est des Africains qui parlent de l'Afrique, notre continent, pour édifier d'autres Africains dans l'intérêt des Africains, parce que depuis trop longtemps, il y en a qui ont parlé de nous, mais contre nous, qui ont mis de côté notre histoire, notre culture, notre identité, et qui nous ont fait croire en des faussetés, et qui nous ont menés en bateau, et l'Afrique croupie dans la misère. Aujourd'hui, gros plan sur Afrocentricity International Congo, avec deux invités de grande valeur. Sous cette pensée du jour, l'Afrique doit défendre son identité culturelle. Chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui nous suivent, présentation, on commence, on fait honneur à madame. Présentation, ma sœur. Qui êtes-vous exactement par vous-même? Bonjour. Donc, moi, je suis la sœur Nkoussou. Je suis une Congolaise qui a quitté le pays à l'âge de 9 ans, qui a suivi ses parents en France et qui s'est développée en France. Et aujourd'hui, au bout de 42 ans, je reviens dans mon pays avec tout un bagage intellectuel et plein de choses à réaliser parce que j'avais envie d'apporter quelque chose à ma terre, celle qui m'a vu naître. Et comme en France, j'étais déjà adhérente à l'association Afrocentricité Internationale, donc pour moi, c'était une évidence de chercher... Mais vous aurez ainsi passé plus de 30 ans, sinon 35 ans déjà, plus de 35 ans en France. Oui. Ça ne vous a pas changé? Ça ne vous a pas francisé? Si, je pense que ça m'a un peu francisé, mais en même temps, ça m'a éveillée parce que la communauté noire, le peuple noir souffre énormément en Occident. Après, je ne vais pas dire que je faisais partie forcément de cette catégorie-là, de gens qui sont en difficulté pour les papiers, pour trouver du travail ou quoi que... Non, non, vous n'avez pas connu ces choses-là. Vous êtes allé... Voilà, je suis allée enfant, très jeune, voilà, avec un père médecin que le gouvernement congolais a envoyé pour s'aspect en... Et puis, si on ne pouvait par curiosité savoir, papa, maman, c'est monsieur qui, madame qui? Monsieur Mouyokolo Joachim Paul, pédiatre. Il a quitté ici en étant médecin généraliste. Il est allé faire s'aspect en France pour être pédiatre. Et maman, femme au foyer, qui a élevé une dizaine d'enfants. Waouh, c'est magnifique. Voilà. Tous les deux sont encore en vie ou bien... Oui, tous les deux sont encore en vie. Super. Ils passent leur temps entre le Congo et la France. Et puis, nous sommes majoritairement installés en France. Je suis le seul enfant qui a pris la décision de revenir sur sa terre natale. Super, vous allez nous dire pourquoi vous avez pris cette décision alors que les autres se sentent bien là-bas. Alors, qui avons-nous à droite ici? Voilà, donc je suis Bongwande Ngoti Wamene, Congolais du Congo-Brazzaville. Reprenez ça parce que ça nous a pris de court. Je suis Bongwande Ngoti Wamene. Oui, mais drôle de nom quand même. Congolais du Congo-Brazzaville. Congolais du Congo-Brazzaville. J'ai aussi mes prénoms européens, mais j'ai mieux utilisé. Vous avez mis de côté? Oui, oui, le temps d'officialiser. Mais pourquoi vous mettez de côté vos prénoms congolais? Bon, mais il y a... Enfin, vos prénoms, comme nous tous, nous en avons. Oui, oui, oui. Mais j'ai choisi d'utiliser ces noms-là parce que ce sont les noms de mes ancêtres que j'ai utilisés. Mon grand-père s'appelait Ngoti Wamene, qui veut dire lui-même. Donc j'ai dit... Ça donne Bongwande Ngoti Wamene. Et c'est tout beau. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'importance comme ça, ma soeur, mon frère, à ce que nous puissions, nous autres aussi, qui sommes encore Alexis, qui sommes encore Rudel, Gabriel, Beldi, est-ce qu'il y a une raison valable que nous puissions suivre ce que le frère a fait ici, que nous jetions carrément à la poubelle nos prénoms que nous avons là? Mais bien sûr, bien sûr. Excusez-moi. Vous pouvez être complémentaire. Il n'y a pas de souci. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que porter le nom de ses ancêtres, c'est une chose très importante parce que déjà, vous savez, à l'époque, on disait, quand quelqu'un faisait son baptême, il prenait un nom européen. Ah oui. On appelait ça Kombo Nzambe. Donc, on sous-entendait que Dieu, pour te connaître, devait te connaître avec un nom. Oui, oui, oui. Étant donné que nous ne sommes pas dans cette démarche-là,
nous préférons, quand c'est possible, de porter le nom de nos ancêtres avec lesquels nous pouvons communiquer avec eux. Parce que je me dis, si je m'appelle Franck Cyril, je parle à mes ancêtres en tant que qui? Ah, donc nos prénoms, c'est des Kombo Nzambe, les noms de Dieu, les noms de baptême, les Jean, les Antoine, les Pascal, tout ça, les Roger, voilà. Les Guy. Normalement, ça ne nous apporte pas du bien. Non, 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 pas du tout. Ça nous éloigne au contraire de nos sources. Parce que pour communiquer avec nos ancêtres, il nous faut normalement être en communion avec eux. Et ça passe par nos noms. Bien sûr. Complément d'objet direct sur ce sujet? Pour moi, le nom, c'est important aussi parce que quand on utilise le nom, moi, pour le coup, mon prénom, c'est Karine. C'est un prénom que je n'utilise plus, sauf dans En tout cas, vous avez refusé que nous le mettions même dans nos machines. Vous avez dit Sœur Nkousou, point. On s'arrête là. Parce que je pense que porter le nom que l'occidental nous a imposé par le biais du baptême, c'est reconnaître la victoire de l'Occident sur nous. Donc, pour moi, c'est... C'est continuer à être esclave de ces gens-là. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est important qu'on puisse valoriser ce que nous sommes à travers les noms, nous valorisons notre identité. Et je pense que c'est quelque chose qui est capital. Surtout qu'aujourd'hui, la nouvelle génération des Afro-descendants ou des Africains ne sont pas spécialement au courant de ce qui s'est fait avant. Non. De plus en plus, on ne nous dit pas comment ça s'est passé, comment s'est retrouvé Alexis, Roger, Guy, Michel, Pascaline, Antoinette. C'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence, alors que pas du tout, en fait. Déjà, au point où les Africains pensent que ce sont nos prénoms. Voilà. Aujourd'hui, on pense que ce sont nos prénoms, c'est naturel, c'est normal. C'est naturel, alors que bon, en tant que maman, quand on porte un enfant, on doit, dans son imaginaire, on doit en tout cas réfléchir à ce qu'on attend comme avant. Nos mamans, quand elles étaient enceintes, elles réfléchissaient à l'enfant qu'elles voulaient, ce qu'elles voulaient que cet enfant apporte dans le foyer. Donc, on choisissait un nom tenant compte de circonstances. Des circonstances, de la vision. Voilà, de la vision qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Oui, mais Karine, c'est tout beau. Karine, c'est beau. Oui, c'est plus beau qu'un Nkousou quand même. Ah non, je suis désolée. Vous ne pensez pas que Karine, non, peut-être que vous ne comprenez pas bien Karine. C'est magnifique, c'est plus beau qu'un Nkousou. Bon, c'est beau ailleurs, mais oui, voilà. Pas ici chez nous. C'est juste que je ne dis pas que c'est moche, je ne dénigre pas le prénom que mes parents m'ont donné à travers ce prénom Karine, mais c'est juste que, bon, ça, comme a dit mon frère, c'est une évidence en fait. Une fois qu'on a fini par accepter cette victoire de l'Occident sur nous, donc on a fini ces prénoms-là, on finit par les donner de façon inconsciente. En fait, ça devient naturel. Et ça perpétue l'esclavage. Voilà, c'est un esclavage culturel. Et moi, je pense que je me sens plus à l'aise dans mon prénom Nkousou parce que je me sens, quand je l'utilise, je me sens plus ancrée dans ma culture. Je me sens plus en phase avec ceux qui m'ont précédé, ceux qui font que je suis, parce qu'il y a des gens qui m'ont précédé. Je ne suis pas que le fruit de mon père et de ma mère, je suis le fruit de ceux qui ont donné naissance à mes parents et de ceux encore qui étaient là avant, qui ont donné naissance aux parents de mes parents, et puis on descend. Donc l'ensemble de ces personnes-là vivent en moi. Et à travers ce prénom Nkousou, je suis la représentation de la solde, en fait, de toutes ces identités passées qui vivent en moi, en fait. Donc, autrement dit, on a intérêt, en tout cas tout Africain, normalement, devrait se défaire de ces prénoms imposés par les autres. Oui, c'est tout aussi logique que ce serait illogique de voir un Chinois qui s'appelle Nkousou. Ah non, en Chine, il n'y en a pas. Voilà, un Chinois qui s'appelle Mabiala ou bien Tikaya, non. Un Américain, un Européen qui s'appellerait comme ça là. Moussa, par exemple. Moussa, non, ça n'existe pas. Voilà. Il n'y a que l'Afrique qui, jusqu'à aujourd'hui, continue de porter les prénoms avec fierté en plus, ce qui est regrettable malheureusement. Oui. Alors, pour résumer, si on sortait de ça, si on jetait à la poubelle, comme ça, mesdames et messieurs, tous les prénoms qui nous avaient été imposés par les autres, si nous les jetions maintenant, aujourd'hui là, dans la poubelle, quel serait le bénéfice? Quelle serait la résultante? Qu'est-ce que l'Afrique y gagnerait? Si nous, on accepte, ah oui, avant que les colons arrivent,
nous étions des Makaya, des Makosso, des Tikaya, des Timbamba, des Mbongo, des Lenga, des Masuela, des Masueme et tout ça. Nous étions bien. Maintenant, aujourd'hui, nous acceptons, comme avec Mobutu, avec l'authenticité, on jette tout ça dans la poubelle. Mais qui gagnerait l'Afrique? Mais déjà, l'Afrique gagnerait, les Africains gagneraient déjà dans le sens où mentalement, ça les libérerait et ça les décomplexerait. Parce qu'une fois qu'on n'a plus rien d'autre que ce que nous sommes, on en a ça maintenant. C'est-à-dire qu'on a compris que là, on est en guerre, il faut avancer comme ça. On apprend à s'aimer soi-même, on apprend à se développer, mais en toute indépendance. Déjà, ça commence par le mental. Donc, quand on est déjà quelque part un peu... on n'avance pas. Donc, le nom d'emprunt est une charge négative. C'est une charge très négative. Et notre propre nom est une charge positive. Beaucoup plus que ça positive. Booste. Ça doit partir de là, normalement. Très bien. Alors, Afrocentricity International Congo, gros plan sur Afrocentricity, mesdames et messieurs, c'est ça qui nous maintient ici. Vous avez vu, nous étions donc dans l'introduction, préparer le plateau, préparer le décor pour plonger. Donc, dans ce thème très important, c'est déjà quoi, tous les deux, Afrocentricity International. Nous entendons aujourd'hui, mais c'est quoi, en fait? Un parti politique? Non, pas du tout. Ce n'est pas un parti politique. Afrocentricité Internationale c'est une association loi 1901 dont le but, je peux enchaîner sur... bien sûr, bien sûr. C'est une association qui défend en fait l'authenticité noire. C'est une association qui permet aux afrodescendants, aux Kamites. Les Kamites sont les habitants de Kam, de l'Afrique. Les afrodescendants, c'est tous ces Noirs qui ont été déportés, mais dont les racines sont africaines. Donc, c'est une association qui permet au peuple noir de se reconstruire à partir de ses valeurs propres, c'est-à-dire déconstruire l'histoire qu'on nous a enseigné à l'école, qu'on nous a imposé, dans les livres d'histoire, ce qu'on nous fait avaler, ce qu'on fait avaler aujourd'hui à nos enfants. Voilà, c'est ça. Déconstruire tout ça. Voilà, déconstruire l'histoire que le blanc a bien façonné dans sa quête de suprémaciste. De suprématie. Voilà, suprémaciste contre le peuple noir et dans sa volonté de dominer le monde. Donc, l'idée un peu de cette association, c'est justement permettre aux Noirs de se reconstruire à partir de leur propre histoire, de leurs valeurs culturelles et de leurs traditions et de leur spiritualité. Parce que la différence entre Afrocentricité et d'autres associations qui se disent, qui sont panafricaines, c'est pas se disent qui sont panafricaines, c'est que nous estimons que la spiritualité est très importante. C'est-à-dire reconnaître l'importance de ceux qui nous ont précédés dans nos vies. Faire la place à nos ancêtres. Parce que nous ne pouvons pas être sans eux. Parce qu'ils nous ont précédés. Ils nous ont précédés. Donc, ils vivent en nous, notre sang, nos gènes. Non, mais ils sont morts depuis longtemps. Ils sont morts et enterrés. Oui, mais ils continuent de vivre en nous. Ils continuent de vivre en nous, puisque nous sommes le fruit. De leurs entrailles. Oui, nous sommes le fruit de leurs entrailles. Ça veut dire que leurs gènes sont en nous. Quand vous portez les gènes de quelqu'un, vous ne pouvez pas dire que la personne n'existe pas. Parce que vous êtes sa continuité. Donc, Afrocentricité, c'est ça. On défend l'Afrique, mais à partir de ce qui nous définit, de notre identité propre. C'est pour ça qu'il est important pour Afrocentricité de ramener la communauté noire, le peuple noir, les afrodescendants à leur ancestralité, à ce qu'ils sont, à leurs origines propres. Parce que se construire à partir de l'identité de quelqu'un d'autre, c'est pas bon, parce que vous êtes dans l'imitation, vous êtes une copie, mais vous n'êtes pas vous-même. Et le problème, vous n'êtes pas l'original en tout cas. Vous n'êtes pas l'original. Et le problème aujourd'hui de notre peuple, c'est on se construit à partir d'une identité qui n'est pas la nôtre, d'une identité qui nous a infligé des guerres, des viols, qui nous a obligés, qui a nié dans l'histoire notre identité, qui nous a pris pour des biens meubles,
Donc, pour des sauvages, pour des sauvages, des incultes, des va-nu-pieds, des moins que moins que rien. Voilà, on nous a vraiment réduit à néant. On a tout fait pour nous faire disparaître. Donc, à travers l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. Et donc, c'est vrai qu'à partir de l'afrocentricité internationale permet, en tout cas, invite le peuple noir à se poser les vraies questions, à revenir sur lui-même et à chercher ce qu'il était avant que le colon arrive. Pas que tout était parfait avant, mais il faut déjà savoir qui tu es, qui tu étais avant que... Parce qu'aujourd'hui, on dit, oui, moi, je suis un tel. Mais oui, mais tu es qui? Dans la mesure où dans ton imaginaire, tu te réfères à l'occidental, c'est pas ta vraie identité. Donc, repartir sur ce qu'on était, notre histoire, qu'est-ce qui s'est passé, comment se fait-il qu'à un moment donné, on n'était plus nous-mêmes, qu'on a perdu les telles batailles, qu'on soit retrouvé en esclavage. Pourquoi on est les derniers de la classe depuis trop longtemps? On est nés, nos parents sont nés derniers de la classe, nous aussi derniers de la classe, nos enfants naissent derniers de la classe. Pourquoi? Donc, Afrocentricité vient nous encourager à rechercher les causes profondes, vraies, de cette déchéance-là. C'est ça, à revenir vraiment sur notre histoire, parce que notre histoire est belle, elle est très belle. Et c'est dommage que les enfants... Notre histoire est belle, oui. Elle est même très belle. On reviendra sur ça. Afrocentricité, s'il vous était donné aussi 1 minute d'expliquer ce que c'est, comme madame a fait en complément d'objet direct, que diriez-vous à ceux qui découvrent la chose aujourd'hui? Bon, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, au-delà de ce que la sœur a déjà dit, puisqu'elle a quasiment tout dit. Ou encore en complément. Voilà, donc tout ce que je pourrais dire, c'est que Afrocentricité International aujourd'hui, la section du Congo, il faut la prendre comme une opportunité pour nous, d'essayer d'entrer en contact avec notre passé et d'essayer d'affronter le futur de la meilleure manière qui soit. Parce que nous avons les armes et tous les moyens qui nous sont donnés pour pouvoir justement informer et tout ça là, pour permettre à cette jeunesse d'essayer de découvrir le monde réel dans lequel nous vivons. Oui, mais la sœur dit ici, notre histoire est belle devant le public témoin, alors que tout le monde sait très bien que l'Afrique n'est jamais entrée dans l'histoire, que l'homme noir n'a pas d'histoire, l'homme noir n'est jamais entré dans l'histoire, que nous arrivons trop tard, que nous sommes mal partis. Pourquoi vous dites que notre histoire est belle? Tout le monde sait que l'histoire de l'Afrique, c'est l'esclavage, c'est la traite négrière, c'est les champs de coton, de canne à sucre et tout ça. C'est la misère, c'est la colonisation, la néocolonisation. Et c'est juste aujourd'hui la consommation des tumbas et puis des cuisses de poulet et des nzenga au marché. Autrefois, nos parents, même dans nos villages, mangeaient ce gros manioc-là tranquillement. Mais aujourd'hui, ça se coupe en petits morceaux pour que nous arrivions à attraper un bout de 50 francs quand nous n'avons rien. Donc, notre histoire, c'est connu universellement qu'elle est noire, sombre, négative. Il n'y a pas de beauté dans l'histoire africaine. Bon, je dirais que ce n'est pas vrai. Je dirais que ce n'est pas vrai. Même mais c'est ce qu'on nous apprend à l'école quand même. Non. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Oui, depuis à peine quelques années, tout ce temps-là, on regarde l'histoire, c'est quelques jours. Avant ça, il s'est passé beaucoup de bonnes choses. Nous avons connu une période, en tout cas, très scientifique ici en Afrique. Mais notre histoire commence avec l'arrivée des Blancs. Non, pas du tout. C'est les Blancs qui nous découvrent. Le Blanc nous découvre. Voilà, qui vient nous découvrir. Alors, nous, on se connaissait déjà, on existait. Alors, parlez-nous de cette belle histoire, notre belle histoire-là, parce qu'on ne nous en parle pas à l'école. Notre histoire-là, c'est l'Égypte pharaonique, c'est tous les royaumes d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud que je n'ai pas envie d'énumérer forcément. C'est comme le royaume Congo. Comme le royaume Congo, par exemple, le royaume Luango, le royaume Téké, des royaumes qui étaient bien organisés et démocratiques, parce qu'aujourd'hui, on nous chante souvent ce mot-là, on ne comprend même pas très bien ce que ça veut dire. Nos royaumes étaient démocratiques. Très bien démocratiques, parce que la démocratie, c'était pas des mots, mais c'était un mode de vie. La manière de faire de tous les jours était démocratique. On ne parlait pas de démocratie, mais on vivait de façon démocratique. Voilà, donc contrairement à ce qu'on nous raconte tout le temps à la télé, qui est complètement déconnecté, que nous ne comprenons pas du tout. Donc la démocratie, c'est pas arrivé en Afrique avec le sommet de la Baule, non. l'effondrement de l'Union soviétique. Ce qui est arrivé avec tout ça, c'est plutôt l'arnaque. Ce qu'on a voulu vendre derrière ça, avec le nom de démocratie que nous ne connaissions pas de nom, mais de la réalité, nous vivions la démocratie. Nous vivions ça autrefois. Tous les jours. Donc nous, on a une belle histoire en réalité. Nous avons une belle histoire. Alors, ma sœur, l'histoire d'Afrique, l'Afrique en réalité a une belle histoire. Quels sont les éléments que vous pouvez relever comme ça de la beauté de l'histoire d'antan, l'histoire qui certainement nous a été cachée, occultée, enfouie, pour que nous ne croyions plus que à l'histoire des autres, que nous ne soyons plus là qu'à apprendre
les autres, les savants des autres, leur mode de vie, leur culture. Est-ce qu'il y a des éléments de l'histoire de notre continent, de notre passé, que vous pouvez épingler 2 ou 3 pour montrer la beauté, la grandeur de l'Afrique d'autrefois, avant que le blanc n'arrive ici? Waouh. Oui, Afro Santissi, dis quoi? Waouh. Donc, déjà, l'être humain est né sur le continent africain. En tout cas, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça, on nous dit à l'école. Voilà, nous sommes et c'est tout beau. Voilà. Déjà, nous sommes le berceau de l'humanité. Et il y a plus de 200 ans, l'homme a été découvert en Afrique. Et il y a plein de vestiges qui prouvent aujourd'hui que nous sommes le berceau de l'humanité. Donc déjà, ça c'est une Donc nous étions civilisés. Nous étions civilisés. De grandes civilisations. Pendant plusieurs années, nous avons été seuls. On a découvert, le feu, c'est nous. C'est pas venu de l'Occident. Ah ben non, le feu, c'est pas les non, avant que les Blancs n'arrivent, les Africains mangeaient des choses tout crues. Le poisson, le gibier que nous attrapions, c'était tout cru. C'est le Blanc qui est venu avec le feu. Non, l'être humain se développe en fonction de son milieu, de ce qu'il a à sa disposition. Et effectivement, les premiers hommes avaient à leur disposition certains fossiles avec lesquels ils fonctionnaient, mais au fur et à mesure de leur évolution, ils ont créé des choses parce que l'homme est un être de création. On crée en fait. C'est une obligation pour l'être humain d'être dans la créativité. En tout cas, on a cette faculté. On a cette faculté et puis surtout, on est programmé pour ça. On est programmé pour ça. Donc, c'est pour ça et donc, nous avions découvert le feu. Voilà, on a découvert le feu. Vous risquez de nous dire même que les Africains avaient aussi découvert les métaux comme le fer et tout ça. C'est une évidence. Ah, d'accord. C'est une évidence parce que les premières armes, elles sont en Afrique. Quand il fallait aller chasser du gibier, fallait bien créer des armes, des choses comme ça. Donc oui, effectivement, je suis désolée, c'est pas pour encenser les Africains ou l'Afrique, c'est juste que c'est un phénomène naturel. On vous met quelque part, l'instinct de survie qui ont chacun de nous va faire que vous allez penser, réfléchir à quelque chose qui va vous permettre de vous sortir d'un milieu qui vous est hostile. On est d'accord. Donc, les premiers hommes ont fait exactement la même chose. Aujourd'hui, quand on parle de la médecine, on parle du serment d'Hippocrate. Mais on ne dit pas que, en fait, tous les instruments qu'aujourd'hui nous utilisons en médecine ont été inventés en Égypte, l'Égypte nègre. Et oui, les scapels et autres. Oui, c'est des instruments qui datent de l'Égypte antique. Donc, donc les Noirs connaissaient tout ça. Les Noirs connaissaient tout ça, c'est Imhotep. Nous sommes le berceau de la médecine. Tout à fait, c'est Imhotep. Quand on parle de l'écriture, elle est nègre. L'écriture existait avant que les colons arrivent chez nous. Avec leur alphabet. Donc, nous, on avait les médounétaires. Il y avait tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'on avait en notre possession que quand l'Occident est arrivé, d'ailleurs, quand vous voyez les Grecs étant en admiration face à l'Égypte, ils ont voulu copier, ils ont voulu eux-mêmes être pharaons. Donc, c'était des gens qui, même les premiers Occidentaux qui sont arrivés en Afrique, avaient une grosse admiration pour les Africains, pour les pharaons. Et c'est avec le temps, avec justement cette volonté de nous contrôler, cette volonté de s'accaparer de nos richesses, que l'Occident a mis toute une stratégie en place, toute une idéologie qui concourait à diminuer, à nier notre histoire. À nous avilir, à nous piétiner, à nous terrasser aussi en même temps. Donc, ils ont mis plein de choses en place, excusez-moi, et après, on a eu droit à l'esclavage, on nous a imposé une religion. En tout cas, ça avait enfoncé le clou. Voilà, on nous a imposé une religion, oui. Voilà, on nous a imposé une religion, on nous a imposé plein de choses. Et comme je dis toujours, l'instinct de survie étant quelque chose de primordial chez tout un chacun, nos pères, nos mères ont fini par accepter à un moment donné
pour préserver la vie, ils ont accepté beaucoup de choses, et dont la religion musulmane, pour permettre qu'on vive, parce qu'ils étaient tués, ils étaient violés, ils étaient castrés. Ils n'avaient pas le choix. Il fallait se soumettre, il fallait accepter, au moins pour survivre. Pour survivre, préserver la vie. Ils ont fini par accepter certaines religions, les religions qui leur étaient imposées. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, de façon inconsciente, nous les pratiquons. Mais en fait, nos parents se sont battus énormément pour que vraiment pour refuser ces religions-là. Oui, pour refuser. Et vous avez dit l'islam. Il y a quoi encore? Ah, le christianisme. Le christianisme, évidemment. C'est vrai que, mesdames et messieurs, quand nous posons cette question, nous savons très bien que c'est l'islam, le christianisme, voilà, et tout ce qui va avec. Sinon, on va aussi aujourd'hui, avec ce monde qui a évolué, on est aussi dans des écoles initiatiques, des sociétés secrètes, des loges qui sont venues d'ailleurs, qui n'ont rien à voir avec nos écoles initiatiques propres à nous d'Afrique, dans nos traditions, qui faisaient les choses autrement. Alors, complément d'objet direct quant à la beauté de l'histoire africaine, est-ce qu'il y a un élément à ajouter? Ou bien on passe à autre chose? Est-ce que, avant que les Blancs n'arrivent ici, est-ce que nous mangions à notre faim? C'est eux qui nous ont emmené quand même les cuisses de poulet, les dindons et tout ça. Sans eux, sont les cartons de mousseka qui arrivent là. Nous, on mourait de faim en Afrique. Quand le Blanc est arrivé, soyons reconnaissants, il nous a apporté tout ça. Est-ce que nous, on mangeait même à notre faim, nous les Africains, avant que les Blancs n'arrivent ici? Bon, mais déjà, nous n'étions pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, donc la question ne se pose même pas. Mais je dirais ceci, il faut comprendre une chose. La sœur Nkousou, je pense qu'il a dit, l'Africain est l'homme premier. Donc, oui. Naturellement, même l'intelligence a éclos en Afrique. On est d'accord. On pourrait entendre Feu Kalala Omotunde. Voilà. Nous sommes non seulement le berceau de l'humanité, mais le berceau de la civilisation, le berceau des connaissances. Naturellement, puisque ça a commencé ici. C'est ici la maison. Les autres sont allés après. C'est tout beau. Voilà. Donc, partant de ça, les cuisses de poulet qu'on nous a amenées, c'était encore même un piège parce que ce n'est pas gratuit. Tout ce qu'il y avait ici, moi je suis allé dans les villages, les vrais villages. Quelqu'un peut vous faire une année, il n'a pas d'argent, il vit tous les jours, il mange tous les jours. Il mange bien. C'est parce qu'autour de lui, il a tout ce qu'il lui faut pour se nourrir. S'il est à côté d'un cours d'eau, il a son poisson, il a le vin de palme gratuitement, il a tout ce qu'il lui faut, les plantes et tout ça. Donc, on ne pouvait pas avoir des problèmes de famine ici. C'est quand on a emprunté l'organisation sociale des autres que même les malades mentaux, moi au village, je n'ai pas vu un malade mental qui était abandonné à lui-même. Non, ça n'existe pas. On trouve le moyen de l'utiliser dans la société. On en fait quelque chose. On sait que lui, il est un peu dérangé, mais en tout cas, je vous assure que ce n'est pas quelqu'un qu'on va mettre dans un asile et puis on le rend encore plus fou. Ça n'existe pas ici. Donc, comprenez que sur beaucoup de choses, malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Nous sommes en avance par rapport aux autres si nous revenons sur nous-mêmes. Oui. Mais aujourd'hui, pour les Africains qui nous suivent, Afrocentricity International au Congo, c'est depuis quand? C'est qui est venu avec? Et d'ailleurs, l'idée est venue d'où? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un bref aperçu de l'histoire, un peu d'histoire, un brin d'histoire de Afrocentricity? Quand on dit international, ça suppose que ce n'est pas que le Congo, mais c'est parti d'où? Ça se trouve où aussi, en plus du Congo? Bon, Afrocentricity est né dans la diaspora, avec la personne que vous avez en tête, Ama Mazama, mais elle n'était pas seule au début. Je crois que la sœur Nkousou, pendant le temps de mieux, vous expliquer cette partie-là. Mais pour le cas du Congo, moi, je suis entré en contact avec Afrocentricity International par le bien d'une amie qui était chez Nouti ici au Congo, c'est-à-dire leader. Hein. Chez Nouti, c'est leader. Le leader de la structure. Comme nous disons, le président d'une association. Voilà, on dit chez Nouti. Parce qu'on préfère nos noms plutôt qu'autre chose. Donc voilà un peu. Et malheureusement, cette chez Nouti-là nous a quittés récemment. C'est une amie qui était très brillante, très intelligente. Malheureusement, elle est partie un peu prématurément. Elle nous a laissé un peu, c'est ce qui a créé encore un peu de désordre. Ça a laissé un grand vide, quoi. Voilà, malheureusement. Mais nous sommes en train de nous réorganiser. C'était autour de 2017, je pense, que je suis entré en contact avec elle. Mais elle, beaucoup plus tôt, depuis qu'elle était étudiante en Chine. Donc, elle a commencé très jeune avec ce courant-là. Puis, quand elle est rentrée au pays, je suis entré en contact avec elle et avec d'autres amis aussi, que la structure a été mise en place au Congo. C'est autour de 2017. Ce n'est plus la date exacte. Oui, mais en tout cas, l'année, c'est 2017. Je crois, oui. Et puis après, bon, on a commencé ici à se réunir, à célébrer Kwanzaa. Je crois qu'on aura le temps de développer aussi sur Kwanzaa et d'autres activités un peu entre nous. On n'était pas encore nombreux à l'époque, donc ça n'avait pas eu beaucoup d'impact, mais on a essayé de mener quand même un certain nombre d'activités jusqu'au moment où on pensait maintenant, parce qu'il nous fallait aussi, après, nous faire connaître officiellement au niveau des autorités, donc obtenir les autorisations et tout. Je pense que nous avons obtenu vers la fin de l'année 2021. Maintenant, il était question de commencer à dérouler
officiellement les choses, le temps d'établir nos calendriers. Bon, malheureusement, on manque souvent de temps. On est suivi plein de choses et puis bon, voilà, un peu là où nous en sommes. Et donc, le départ, sinon le décès prématuré de votre chénouti a dû déranger plein de choses. Donc, vous êtes dans la réorganisation. Nous sommes dans vous sonnez donc avec cette émission le rassemblement que tous les afrocentristes, comment on dit, afrocentristes, ou bien, en fait, tous ceux qui se reconnaissent dans l'afrocentricité. Voilà. Mais c'est quoi afrocentricité? C'est quoi? Ça veut dire quoi? On dirait qu'on a l'idée Afrique et puis centre. Voilà. Donc, le nom lui-même dit tout. Donc, vous mettez l'Afrique au centre. Voilà. Comme nous, ici, nous disons l'Afrique d'abord. Voilà. Et vous, donc, c'est l'Afrique au centre de tout. Voilà. Oui. C'est ça? Oui, voilà. C'est ça. Et donc, pour vous, l'Afrique, c'est plus important que l'Europe. Là où il y a la Tour Eiffel, il y a tout, il y a le métro, il y a le... Mais là-bas, c'est plus beau. Ici, c'est dégarni, il n'y a rien ici. Pourquoi vous pouvez mettre l'Afrique au centre au lieu de mettre l'Europe, l'Amérique, l'Asie, par exemple, avec la Chine, la toute-puissante Chine? Là, on vous comprend, mais l'Afrique, vous mettez l'Afrique au cœur de tout. Non, mais surtout, c'est l'idée c'est l'idée d'être, en fait. Être afrocentré, je suis africaine et je me développe à partir de mon identité. C'est ça, afrocentricité. Africain et fier de l'être. Oui, c'est ça, en fait. C'est pas, en fait, l'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas exister à travers l'identité de quelqu'un d'autre, tout simplement. En tout cas, nous, on a l'Afrique. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui se dire on est devenus des Européens. Voilà. L'Europe, c'est notre continent. C'est ça, se définir à partir de ce que nous sommes, de notre histoire, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est ça, là, être afrocentré. Hein. C'est ne pas exister à travers ce que l'Occident a voulu imposer, en tout cas. Vous sortez l'Afrique du complexe d'infériorité aussi en ce moment-là. C'est ça. Hein, comme pour dire, on n'est pas obligé de lire le monde à travers le regard de l'Occident, le prisme des lunettes des autres et tout ça. Nous aussi, on est africains et fiers de l'être. Alors, au Congo, voilà ce que vous avez dit, mais en passant, au moment où nous sonnons le rassemblement pour tous ceux qui sont africains et fiers de l'être, mais vous parlez de... vous avez déjà répondu sur la question de notre histoire qui est belle, mais on a cru entendre, vous allez intervenir là-dessus, que Afrocentricity met un accent particulier sur la spiritualité africaine. C'est-à-dire quoi? Puisque vous jetez déjà dans la poubelle nos églises et ce qu'on nous a donné, mais quelle est-elle la spiritualité africaine? Qu'est-ce que vous nous servez à la place? Parce que nous n'allons pas rester comme ça, cartésiens scientifiques, sans aucune spiritualité. Lorsque vous jetez la magnifique église catholique, le christianisme, l'islam, dans la poubelle, avec toutes les églises, le cortège d'églises qui va avec, catholiques, salutistes, protestants, kimbanguistes, églises de réveil. Alors, vous nous proposez quoi en tant qu'Africains? Quelle originalité nous avons? Parce qu'avant que le blanc n'arrive ici, chez nous en Afrique, il n'y avait pas de spiritualité. Heureusement qu'ils sont venus avec la Bible, avec le Coran et toute autre chose. Ils nous ont appris la spiritualité. Aujourd'hui, vous venez comme pour nous dire, on jette tout ça dans la poubelle. Qu'est-ce que vous mettez à la place? Quelle spiritualité nous avions? Nous mettons à la place la spiritualité. Nous mettons à la place la spiritualité. Eux, ils nous ont apporté la religion. Ah, d'accord. Donc, la vraie spiritualité est nôtre. Voilà. Et de sens africaine. Bien sûr. Ah, ma sœur, donc nous avions de la spiritualité dans nos villages et tout ça. C'est pour ça, vous vous rendrez compte que les religions ont bien plus en Afrique, plus qu'en Chine, par exemple. Eux aussi ont été colonisés, on leur a imposé la religion. Mais l'Africain étant quelqu'un de spirituel, ça a été beaucoup plus facile parce que ce que l'Africain pense, c'est ce qui est sa réalité. Malheureusement, chez les Chinois, par exemple, ça n'a pas bien pris. Parce que en tout cas, ils avaient refusé ça. Voilà. Chez nous, ça a pris parce qu'ils ont mis, excusez-moi le terme, un peu comme un cul-de-sac dans ce qui était déjà naturel. Ils se sont dit, bon, ces gens-là, comme ils croient faire ces choses-là, il suffit qu'on remplace parce que nous avons, qu'il y a une fausse carte, ils seront perdus pour toujours. C'est ce qu'ils ont eu à faire parce qu'à la base, la spiritualité, elle est vraiment nôtre. La spiritualité est africaine. Comme on dit quelque part, la spiritualité des profondeurs. Je crois que j'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, mais la spiritualité des profondeurs, c'est profondément africain. Alors, comment se traduisait la spiritualité dans nos villages ou bien en Afrique autrefois? Ça se faisait voir par quoi? Par un pasteur, un bishop, un archibishop, un prophète? Comment ça se passait dans nos villages, dans nos royaumes? Cette spiritualité-là qui était d'essence africaine, comment ça se traduisait dans nos familles et tout ça? En quoi est-ce que nous pouvons reconnaître les traces, sinon les vestiges de la spiritualité
africaine qu'il y avait autrefois, aujourd'hui, s'il faut qu'on revisite l'histoire? Bon, je vais vous donner un exemple simple. Vous savez, ce qu'il y a par exemple autour de la naissance des jumeaux. Dans la partie nord, on appelle ça Boketa. Il y a comme des petits rituels qui se passent. En tout cas, quand les jumeaux naissent, voilà. On ne prend pas ça à la façon... légère. Voilà. Il y a un volet plus ou moins mystique. Mystique là-dedans. On leur donne des noms spécifiques. Voilà. Ouais. Et c'était comme ça aussi avec les saisons, les mariages, tout autour était organisé. D'abord dans la vraie vie, et puis il y avait le côté, le volet aussi spirituel. Toujours en rapport avec la spiritualité. Donc on ne se mariait pas seulement comme ça. Non, on ne donnait pas les noms comme ça. On ne donnait pas les noms comme ça aussi parce que les noms avaient des significations, parce que ça était aussi inspiré. Même de ce côté-là. Quelqu'un pouvait mourir et revenir en songe. Je vous dis non, mais lui il a dit qu'il doit s'appeler Ngamou. Ah oui, mais voilà. Non, nous entendons ça même, ça perdure même aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, ça perdure. Un enfant naît, il est malade constamment, et puis on vient dire, oui, l'enfant, le même enfant est apparu chez le voisin ou bien chez l'autre parent là-bas. Il a dit non, mais moi, on doit m'appeler, par exemple, Makaya, ou bien encore Tibinda, ou bien encore Ngambou, le nom de l'oncle qui était décédé là. Voilà. Et du coup, vous commencez à appeler l'enfant comme ça, il recouvre sa santé et tout va bien. Donc, autour de tout ça, il y avait aussi des gens organisés, un peu comme dans les religions. Il y avait des prêtres, il y avait des messagers, il y avait des... Est-ce qu'en Égypte, il y avait des prêtres aussi? Bien sûr. Puisque lorsque nous remontons tout ça, on s'en va en Égypte, il n'y avait pas que des scientifiques, bâtisseurs des pyramides, non. des médecins, les Égyptiens, mais est-ce qu'il y avait aussi des prêtres? Les Égyptiens avaient compris dès le départ que la science, à un certain niveau, atteignait même une dimension spirituelle. Et le spirituel, en réalité, il est scientifique à la base. Le spirituel est scientifique. Bien sûr. Ça, c'est Kalala Omotunde, en tout cas. Ça nous fait du bien d'entendre, vous êtes en train de redire les mêmes choses. Voilà, parce que si aujourd'hui, je prends un exemple, peut-être si vous parlez à un pygmée de ce qui se passe entre deux téléphones portables, ce sont les ondes. Mais c'est même les ondes de la nuit, d'après ce qu'on nous dit, pour fonctionner. Mais pour le pygmée qui voit ça en journée, qui ne connaît pas le monde de la nuit, pour lui, c'est de la magie. Oui, mais en réalité, il y a simplement un décalage. Les Nations Unies vont se fâcher. Et puis les autres ne sont pas autochtones. Tout ça, ce sont du nom, je ne sais pas. Ah d'accord, ok. Donc, en fait, en réalité, c'est juste un décalage de civilisation. C'est tout. Quand on est informé, on sait ce qui se passe, on n'a même plus peur des sorciers parce qu'on comprend que voilà comment ça se passe. Mais c'était entre parenthèses, n'allons pas dans la sorcellerie parce que les gens, ils sont un peu sensibles avec les mots et tout ça. Mais le spirituel en lui-même, n'a rien de négatif en soi. Ça fait partie de l'homme. Quelqu'un dit que l'Afrique est essentiellement spirituelle. Quel commentaire vous en faites? Nous sommes profondément spirituels, paraît-il. Est-ce que les Africains sont, de façon innée, spirituels? Je crois que oui, et c'est en adéquation avec ce que je viens de dire tout à l'heure. Exactement. Ma sœur, c'est après avoir passé plus de 35 ans de l'autre côté. Voilà, sur cette considération de spiritualité africaine. Bon, mais elle ne vit pas ça au quotidien là-bas. Vous avez fait un tour ici au village natal des parents pour voir un peu. Vous avez été accueilli. Comment vous avez trouvé le village des parents? C'est pas ce que vous avez en France là-bas et tout ça, mais comment vous avez trouvé? C'est beau ou c'est pas beau? Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, mais est-ce que c'est beau? Ça fait bon vivre ou pas? Non, c'est beau, la nature est belle, donc c'est beau. Vous avez aimé ça? J'ai aimé, et puis c'est ma terre, donc j'aime ma terre. Et votre âme s'est sentie à l'aise? Je me sens à l'aise dès que je suis ici, mais mon corps vibre positivement. Ça vous fait du bien, pas de stress et tout ça? Non, bon, Mais pourquoi tout à l'heure, vous avez appelé les Africains que nous sommes des Kamites? Pourquoi? Nous ne sommes pas des Kamites, on est des Congolais, des Angolais, des Centrafricains, voilà. Pourquoi vous nous appelez comme ça là, des Kamites? Vous avez dit, c'est quoi cette histoire de Kamites? Les Kamites, c'est juste pour dire, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très simple. Un Kamite, c'est quelqu'un qui est né à Kama. Kama, représente l'Afrique. C'est rien d'autre parce que après aujourd'hui, il y a plusieurs courants, Kamites, Kémites, bon bref. En tout cas, Kamite, Kémite, c'est blanc, bonnet blanc. Tout ça en rapport avec Kama. Non, c'est pas. Ça en rapport, mais il y a des gens qui mettent d'autres choses dedans. C'est pour ça que des nuances. Il y a certaines nuances, mais c'est vrai que quand je dis nous sommes des Kamites, nous sommes des enfants de l'Afrique, nous sommes des descendants d'Afrique. Kamites, c'est ceux qui habitent en Afrique. Après,
les autres sont des afrodescendants, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de... Alors, selon la Kamite, les habitants sont des Kamites, donc l'Afrique, c'est Kama. Et c'est une invention des afrocentristes ou bien l'Afrique... Non, c'est un nom. C'est comme ça que les Noirs de l'époque se considèrent. Voilà, c'est Kem. Dans leur langue. Ah. Voilà. C'est comme vous venez dire à Alexis Bongo, vous êtes qui? Je dirais, je suis noir. À l'époque, pour ceux qui parlaient la langue où ce mot a été utilisé comme ça, ils diront, mais je suis Kamite, c'est évident. C'est comme ça, c'est un nom. Ah. Donc l'Afrique s'appelait Kama. C'est Kama, les anciens appelaient l'Afrique Kama, la terre des Noirs. Ça signifie la terre des Noirs. Des Noirs, parce que Kama, c'est Kem. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, on nous appelle l'Afrique, les Africains, Afrique, les Africains. Voilà, ça s'appelle, le continent s'appelle l'Afrique. Tout ça est parti de ce que nous combattons justement, c'est le regard de l'autre. Nous portons même les noms que d'autres nous ont donnés et nous nous appelons comme ça, alors que nous-mêmes, nous pouvions nous-mêmes nous définir. Malheureusement, ce sont des noms qui sont venus d'ailleurs. C'est comme ça que les gens de l'extérieur nous appelaient nous et nous imposaient leurs noms. Certainement, c'est plus facile pour eux. Donc aujourd'hui, on est africains, mesdames et messieurs, c'est pas parce que depuis toujours, nos ancêtres appelaient l'Afrique, le continent que nous sommes, dans lequel nous sommes, nos ancêtres ne l'appelaient pas Afrique, non. C'était Kama, c'était Kemet. Nous sommes normalement des Kamites, d'aucuns appellent des Kemet, mais pas des Africains, parce que l'Afrique, c'est le regard de l'autre, c'est l'appellation de l'autre, c'est le nom de l'autre qui nous a collés, mais qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à enlever. On devrait l'arracher, on devrait retrouver Kama, ou bien on fait avec l'Afrique, c'est pas grave. Dans tous les cas, il finira par partir. Hein. Chaque chose à son temps. On repartira carrément. Un jour, on va en arriver à débaptiser le continent. Voilà. Donc, comme nous décidons, vous l'avez déjà su le faire, à vous défaire des prénoms qui nous ont été imposés par les autres pour retrouver nos propres noms. Les Africains aussi avaient des prénoms. Bien sûr. Authentiquement africains. Oui, ils avaient des prénoms. C'est un peu comme en Europe, non? Pierre peut être un nom de famille pour X là-bas et puis c'est un prénom pour ailleurs. Les gens chez nous aussi, c'était la même chose. C'était la même chose. Il y avait en général le chef de famille qui donnait naturellement son nom à tout le monde. Quand on se donnait même plus la peine d'utiliser parce qu'on sait que c'est le fils de Bongo, il s'appelle forcément Bongo. Maintenant, à ce moment-là, on peut choisir un prénom en fonction de l'événement qu'il y a autour de sa naissance, en fonction de quelque chose qui est lié soit à l'histoire de la famille, soit à l'histoire de sa naissance ou à quelque chose qui est lié pour différencier justement de la famille Bongo, chaque membre de la famille Bongo avec son prénom. Très bien. Alors, nous vous avons entendu parler aussi dans les coulisses, mesdames et messieurs, pas ici. Vous savez, les journalistes, c'est ça aussi. Hein. Nous sommes des chasseurs pour l'Afrique. On se bat. Tout ce qu'on entend dans les coulisses, ces deux-là peuvent penser que ça va rester dans les coulisses. Non, mais nous apportons ça ici. On pose sur la place publique pour que nous puissions regarder tout ça. Vous parlez de Congo avec C, Congo avec K, au point où on se disait Afrocentricity, Congo. Est-ce que c'est K? Est-ce que c'est C? Alors, d'où vient-il qu'il y ait Congo avec K, qu'il y ait Congo avec C? Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui ignorent tout de notre histoire, c'est quoi le problème? C'est très simple en fait. C'est juste que le Congo avec le C fait référence à l'identité occidentale et le Congo avec un K. Comme nous avons République du Congo. Voilà. En tout cas, ça c'est pas nous, hein, c'est imposé par les autres. Ah bah oui, forcément. Quand on parle du Congo avec un grand K, ça fait référence au royaume Congo qui autrefois impliquait la RDC. L'Angola, une partie du Cameroun, une partie du Gabon et le Congo-Brazzaville. Donc, l'ensemble de tout ça constituait le royaume Congo. Donc, en fait, nous sommes des Congos. Et aujourd'hui, depuis que l'Occident a décidé de s'accaparer de l'Afrique, donc ils ont fait leur découpage. Aujourd'hui, l'Africain vit avec des identités, une fois de plus, qui lui sont imposées. Donc aujourd'hui, on se bat, on défend la terre congolaise, alors que bon, la logique veut que, avec ceux qui sont en face, on se mette ensemble pour défendre. On est comme qui dirait blanc bonnet et bonnet blanc, c'est la même chose. On est les même Congos d'ici, les Congos de là-bas, mais on comprend pas. Il y a que le fleuve qui nous sépare. On comprend pas pourquoi on devrait être comme ça là, identifié comme étant deux peuples, deux nations, n'est-ce pas? Est-ce que le fleuve nous sépare même aussi? Non. Donc le fleuve ne nous sépare même pas. Non. On a un fleuve qui nous appartient. Voilà.
Et comme vous dites comme ça, là, le royaume du Congo, avec K, c'était donc depuis la RDC, l'Angola, le Congo-Brazza, une partie du Cameroun, une partie du Gabon. Donc, c'était un royaume puissant. Oui, c'était. Est-ce que c'était bien ordonné, civilisé, avec un roi, avec toute une organisation très bien, ou bien les Blancs sont venus apprendre au royaume Congo comment on mange, comment on s'assoit, comment on danse, comment on se marie, comment on fait les enfants et comment on va à la chasse, tout ça. Non. Au contraire, ils sont venus apprendre ici la Chine. Sauf que quand ils sont arrivés, comme le but c'était de détruire, ils ont commencé par éliminer les savants pour ensuite dire après qu'il n'y avait rien d'intéressant. Ils ont diabolisé ceux qu'ils pouvaient diaboliser, ils ont baptisé ceux qu'ils pouvaient baptiser, y compris même le roi. Je pense que le dernier roi même était baptisé et tout ça là. Alphonse Ier, oui, qui avait trouvé un joli nom africain, on lui a proposé autre chose, mais bon. En tout cas, les royaumes africains étaient organisés, n'ont pas eu besoin que quelqu'un vienne leur apprendre. Eh bien voilà donc, mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans ce gros plan sur Afrocentricité internationale ici au Congo. On a compris de par ce qui se dit ici que depuis la diaspora, l'idée était venue comme ça de recentrer le continent, de le mettre au centre de notre identité, de faire de telle sorte que nous, filles et fils du continent, nous rappelions de notre passé, de notre identité culturelle, de ce qu'avait été, de notre histoire, voilà, nous ressourcer donc chez nous, parce qu'on ne peut pas, ça ne se fait jamais, on ne peut pas évoluer en se basant sur la culture des autres, l'identité des autres, leur continent, leur peuple, leur langue et tout ça, leur histoire. Non, évidemment, Afrocentricité internationale a une branche ici au Congo, dont les représentants, sinon 2 membres actifs sont sur ce plateau. Donc, comme pour lancer cet appel à l'éveil des consciences, à ce que nous puissions remettre un peu en question tout ce qui nous a été dit par le passé, et tout ce qui se dit même aujourd'hui là à l'école, parce qu'on ne nous donne pas notre vraie histoire, on ne nous parle pas de notre identité culturelle, on a rejeté, on a bafoué, on a méprisé nos traditions, alors qu'il y a de grandes valeurs dans cette tradition-là, tant du point comportemental que sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la civilisation, comme disait frère Bongwande ici. On ne disait pas démocratie, certes, dans nos villages, mais nos villages, nos royaumes étaient démocratiques, hein, dans la façon de faire, dans la façon d'exercer le pouvoir. Alors donc, nous avons entendu, ma sœur, dans vos mots, vous avez parlé de Kamit, vous semblez, dans Afrocentricité, appeler les Africains que nous sommes des Kamites, alors que nous sommes en réalité des Congolais, des Gabonais, des Centrafricains et tout ça. Mais pourquoi Kamit? D'où ça vient cette appellation-là? Que pouvez-vous dire au commun des mortels, c'est nos Africains qui nous suivent et qui peut-être n'a pas connaissance de cette terminologie-là? Alors, Kamit, c'est très simple en fait. Hein. Ça vient de Kem, Kemet. Donc, les anciens, nos pères, nos mères, qui étaient sur le continent africain, se définissaient comme en étant noirs. Parce que à l'époque, ils avaient la peau très, très foncée, hein, c'est vrai. Et donc, c'était des habitants de Kemet. Donc, à l'époque, l'Afrique, pour nos ancêtres, c'était Kemet. Donc, aujourd'hui, on appelle les Kamites les habitants du continent, enfin, de l'Afrique, du continent africain. Et Afrique représente un nom emprunté à l'Occident. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme nous cherchons à nous approprier notre identité, on s'identifie en étant des Kamites, c'est-à-dire des enfants de l'Afrique, pas des Africains avec l'identité empruntée à l'Occident. Et on n'est pas... C'est vrai que je suis du Congo, je suis congolaise, mais avant d'être congolaise, je suis Kamite, je suis africaine. C'est ça l'évidence. Oui, c'est ça qui est normal. C'est ça la logique. Bah, oui, c'est ça la logique. Les gens n'étaient pas autant accrochés à... Ça n'existait pas, cette façon de penser. Donc, c'est quelque chose qu'on nous a imposé avec le découpage des Occidentaux. Donc, aujourd'hui, on est les uns les autres dans des enclos coloniaux.
Donc, moi, je suis congolaise, l'autre, il est camerounais, mais en fait, ils oublient que il y a longtemps de cela, on était des frères, on était des cousins, parce que vous imaginez... On n'avait pas ces frontières, là. On n'avait pas ces frontières. Vous imaginez un petit peu, là, vous avez une carte, donc à l'intérieur, il y a plein de gens qui vivent, des cousins, des frères, des oncles, enfin bref, des familles entières, et les gens arrivent, ils découpent, je sais pas, en 4, en 10, par exemple, ce téléphone. Donc, la famille qui est restée là, du coup, elle va perdre, elle va être séparée de cette partie-là, et puis ainsi de suite. Donc, vous imaginez un petit peu ce que ça a pu entraîner en termes de division, en termes de guerre, tout un bazar. Donc, aujourd'hui, nous, on continue à s'identifier à travers ce bazar, et je trouve ça dommage. Nous sommes des enfants de l'Afrique, nous sommes des Kamites, le peuple premier. Et puis voilà, c'est après, bon, aujourd'hui, on a des identités coloniales. Je pense qu'à l'avenir, il faudrait que ces identités-là finissent par disparaître une fois qu'on sera peut-être arrivé à l'État fédéral africain. Mais pour l'instant, on se dépatouille là-dedans. Très bien. Alors, Frère Bongwandé, Africains nous sommes, sinon Congolais, Gabonais, Sud-Africains et tout ça, mais... Kamit, nous avons entendu, chez vous les afrocentristes, Kamit, Kemet, Kama et tout ça. D'où vient-il que nous ne soyons plus Congolais, Gabonais et tout ça, et que nous devenions comme ça soudain brusquement tout à coup des Kamit? C'est quoi la chose là? Nous ne sommes pas devenus... mais dites-nous encore. Nous ne sommes pas devenus, nous avons toujours été des Kamites. Le problème, c'est que c'est comme ça que nos parents s'identifiaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes Congolais... C'est notre vraie identité. C'est notre vraie identité, voilà. Maintenant, aujourd'hui, si nous sommes Congolais, c'est beaucoup plus par la suite de l'histoire que nous connaissons. Mais en réalité... Vous faites allusion à la conférence de Berlin. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus récent. Mais avant que tout ça n'arrive, nous étions simplement les Africains. Simplement des Africains de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Voilà. L'Afrique nous appartenait, mesdames et messieurs, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Nous étions Africains et fiers de l'être. Il n'y avait pas de frontières. Mais aujourd'hui, regardez comment on a lézardé des frontières dans tout le continent. Donc, maintenant, ici, le Congo, il y a Ngambo, de l'autre côté là-bas, le Congolais, Ngambo, donc la RDC, et puis on a des Angolais, on a des Camerounais, on a des Gabonais, et puis on a des soldats bien armés comme ça à défendre des frontières imposées par les autres. Alors que l'idéal serait que nous puissions comme ça la briser, sinon casser toutes ces frontières. Oui, bien sûr. Mais est-ce que l'afrocentricité pense à ça, à la réunification du continent? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez, l'idée de diviser les pays là avait aussi un but de mentalement fragiliser les gens, de se faire sentir petits comme ils voient leur pays. Alors que quand vous avez une terre qui est grande, vous pensez aussi un peu grand parce que vous savez, évidemment. Voilà, justement. Donc c'est un peu ça le but. Mais afrocentricité a ce but-là justement d'unifier, parce que c'est notre but, d'unifier les Africains, les Kémites. Et donc l'idéal pour vous serait que demain, qu'on ne se dise plus avec fierté, je suis Congolais, je suis Gabonais, je suis Angolais, je suis Sud-Africain, mais que chacun puisse comme ça là s'identifier en toute fierté, je suis Africain. Africain tout simplement. N'est-ce pas? Bien sûr. Très bien. Alors, on a entendu parler aussi du Congo dans les coulisses. Mesdames et messieurs, nous n'étions pas en direct avec vous ici, mais les journalistes sont comme ça, des chasseurs d'infos et de tout ça. Nous avons entendu dans des coulisses Congo avec K, Congo avec C, lorsque nous parlions d'écrire Afrocentricity International Congo. Bon, il y en a un qui voulait avec K, l'autre avec C. Et nous, c'est tombé dans nos oreilles. Nous faisons le malin plaisir de vous en parler. Alors, d'où vient-il qu'il y ait aujourd'hui Congo avec K, Congo avec C? Ça signifie quoi, ma sœur? Ce Congo avec C, ce Congo avec K. Voilà. Dites-nous, surtout à ceux des Africains qui sont encore dans les ténèbres de l'ignorance, qui ne comprennent absolument rien. C'est quoi cette affaire de Congo qui s'écrivent avec C, qui s'écrivent avec K? Alors, le Congo avec un C, c'est un Congo qui emprunte son identité à l'Occident. Tandis que le Congo avec un K... Comme la République du Congo. Voilà, comme la République du Congo. Le Congo avec un K nous ramène à ce que nous étions avant que le colon arrive. C'est-à-dire, ça rassemblait la RDC,
le Congo-Brazzaville, l'Angola, une partie du Cameroun et une partie du Gabon. Donc le Royaume Congo, c'était tout ça. Donc quand on parle normalement, nous sommes des Congos, donc avec le K. Voilà, avec K. Mais bon, l'histoire étant... Aujourd'hui, on nous a dénaturés complètement. On nous a dénaturés. Aujourd'hui, nous prenons un malin plaisir à nous définir comme des Congolais avec le fameux C. Et, même notre fleuve s'identifie avec ce C-là, le fleuve Congo. Oui, bah oui, c'est le blanc est arrivé, il a décidé que ça serait comme ça, toi ici ça sera le Congo, le fleuve ça sera le Congo, la couleur idéale ça sera clair ou métissé, le cheveu crépus on n'en veut plus, la beauté, la référence de la beauté c'est blanche. Enfin, le blanc, l'Occident a tout tracé pour nous. En tout cas, il a tiré le drap de son côté. Ah oui, oui. Pour se mettre en valeur, nous diminuer, nous dénaturer. Tout à fait. Alors, frère Bogandé, on perd quoi? Congo avec C, Congo avec K, Théodore Balosa, Megasport, là où il est assis, là, en REC. Il sait que c'est la même chose, non? Congo, que ce soit C, que ce soit K. Mais non, où est le problème encore? Non, le problème, c'est qu'il faut se référer à l'histoire. À l'histoire. Parce que, est-ce qu'on ne perd pas une certaine originalité quand on modifie? En tout cas, C et K, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. La sœur a su bien expliquer ici que avec le K, c'était le nom du royaume du Congo, qui était déjà beaucoup plus grand. Géographiquement. Et puissant. Voilà. Alors que Congo, avec C, ça change, et l'histoire et tout le reste. Ça modifie beaucoup de choses. Donc, ça fait que ce n'est pas la même chose en réalité. Donc, les autres ne l'ont pas fait pour rien, ils l'ont fait à dessein. Bien sûr, pour l'Afrique, rien n'avait été laissé au hasard. Tout avait été fait pour déshumaniser complètement le noir et le mettre hors de lui-même, qu'il ne reste que sa peau, mais dans sa tête, dans son cerveau, dans son sang, qu'il y ait ou un fantôme ou en tout cas un blanc déguisé avec sa peau noire. Sinon, dans le fond, rien du tout. Très bien, donc c'est des choses qu'on ne comprenait pas, on ne savait pas, surtout nous autres qui sommes nés dans la République du Congo, je crois bien, peut-être bien, il y en a qui sont nés dans la République populaire du Congo. Tout ça, on subissait ça seulement comme ça. Un coup République du Congo, un autre République populaire du Congo, et puis pendant la conférence nationale souveraine, on dit non, on reprend toutes les cartes, on redistribue ces Républiques du Congo. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui change dans tout ça, populaire, Congo et tout ça, mais ce qui est vrai, c'était avec C, alors que le grand royaume qui nous identifie, ce très grand royaume, c'était avec K. Et certainement que nous pensions que c'était anodin, mais les autres l'avaient fait à dessein, comme pour nous dénaturer, nous acculturer, nous faire perdre même nos repères et pour régner sur nous. Parce que ici, c'est eux, les suprêmes, ils prennent possession et ils règnent sur nous, dominent. Voilà. Donc, nous avons intérêt à nous affranchir de tous ces jours sociaux, culturels et politiques. Alors, voilà, il nous reste 5 petites minutes. Pendant ces 5 petites minutes, vous êtes d'Afrocentricity. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a à boire et à manger. On aurait pu dire des choses et d'autres. Il y a des gens qui vous découvrent aujourd'hui. Mais si vous étiez donné la parole pour dire, comme ça là, prise comme ça là, sans avertissement, à chaud, un message spécial aux Africains, que leur diriez-vous chacun, voilà, en tant que membre actif d'Afrocentricity International Congo, que leur diriez-vous un message spécial qui resterait gravé au cœur des téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Je te passe la main. Ma soeur, elle passe la main? D'accord. Voilà. Bon, mais simplement, je voudrais dire ici que Afrocentricity International est une opportunité qui nous a été donnée justement à nous les Africains d'essayer de retrouver ce qui nous avait été enlevé par l'occupant. Donc, je demande à tous les autres Africains, tous les Congolais avec C ou K de se joindre à nous. En tout cas, nous trouverons le moyen de revenir vers vous pour vous donner l'adresse de notre siège qui se trouve à Talangaï avec plus de détails. Oui, au moins, il faut donner les coordonnées téléphoniques par lesquelles on peut vous appeler. Donc, vous pouvez nous appeler par le numéro de notre actuel Chenuchi, le frère Lemélé, le 06 416 08 12. 08 12. Nous sommes à Talangaï dans la rue Ankou. Pour le moment, notre siège se trouve là-bas. Donc, trouvez le temps, joignez-vous à nous. Mais nous mènerons aussi des activités pour pouvoir mieux nous faire connaître et vous amener à nous joindre beaucoup plus facilement. Très bien. Alors, ma sœur,
S'il vous était donné à vous aussi l'occasion de dire un mot spécial à ces Africains-là, d'ici et d'ailleurs, qui vous suivent à travers le monde, que leur diriez-vous? Oh. Alors déjà, j'aimerais juste apporter une information par rapport à Afrocentricité internationale. C'est vrai que c'est un mouvement panafricain. La personne qui est à la base de ce mouvement, c'est Molefi. Vous les regardez dans les yeux en leur parlant à ces Africains-là. D'accord. La personne qui est à la base de ce mouvement, c'est Monsieur Molefi Assanté. Et il a été rejoint plus tard par la Perrate Ama Mazama, qui est aujourd'hui notre référente par rapport au mouvement Afrocentricité internationale, qui est une association, comme j'ai dit, qui a vu le jour en 2011 et qui a été créée par la Perrate Ama Mazama. Maintenant, par rapport à ce que je peux dire au peuple africain, je pense qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous avons compris ce qui se passe, en tout cas ce que le peuple africain a vécu. Et je pense que nous voulons tous, enfin en tout cas moi, j'aimerais contribuer de façon significative à la renaissance de notre continent. Et donc j'invite tous les afrodescendants, tous les Kamites, comme disait mon frère, tous les Congolais avec C ou avec un K, je les invite vraiment à se joindre à cette association pour agir, pour déconstruire ce que l'Occident nous a imposé et pour aller rechercher notre identité profonde parce que vraiment, on en a besoin. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas se définir à partir de l'identité de quelqu'un d'autre. Donc, c'est important de s'aimer tel qu'on est, aimer notre couleur de peau, aimer nos cheveux, parce que porter les cheveux empruntés, ça ne nous définit pas, nous ne sommes qu'une imitation, et de savoir qui nous sommes. Et à travers cette association, justement, vous avez la possibilité d'apprendre sur votre histoire, sur votre culture, sur nos traditions. Et je pense que ce sont des étapes importantes pour la renaissance africaine, une renaissance que nous cherchons tous. Et voilà, il n'y a qu'à regarder le Mali, le Burkina et le Niger pour comprendre que il est temps pour nous Africains de nous regarder droit dans les yeux et de savoir qui nous sommes, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra se relever de la défaite qui nous a été infligée autrefois par l'Occident. Voilà, mesdames et messieurs, mon frère, ma sœur, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Mais j'ai une dernière question à vous poser, vous avez 30 secondes pour répondre. Vous avez évoqué Kwanzaa. Kwanzaa, c'est quoi? Kwanzaa, bon, je vais laisser la sœur Koussou expliquer. C'est quoi exactement? Bon, mais en tout cas, j'aimerais ne pas... Vous reviendrez? Voilà, je préfère revenir sur ça. Dans une prochaine émission, voilà. Certainement que vous allez certainement y à boire et à manger dans ce... Bien sûr, il y a tellement... Je peux vous dire vite fait quelque chose à propos de la Kwanzaa. La Kwanzaa, c'est une fête pour nous, afro-descendants, Kamites, qui a lieu une fois dans l'année. Et en général, c'est au mois de décembre. C'est un moment, comme nous sommes très ancrés sur la spiritualité ancestrale. Donc, forcément, on s'extirpe de toutes ces religions importées. Donc, c'est un moment pour nous de nous retrouver en fin d'année. En général, c'est à la fin du mois de décembre. Donc, pendant une semaine, la communauté noire se retrouve et fête, la spiritualité africaine. Pas spécialement la spiritualité, mais en tout cas, l'identité, voilà, on célèbre l'identité africaine dans notre communauté. Donc, on va, par exemple, on parle de l'autodétermination, on parle d'entreprendre, on fait des repas de partage, enfin, on fait beaucoup de choses. Ça dure 7 jours. Ça se fait sur 7 jours. Voilà, nous arrêtons la parole parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci. Mais ce qui est vrai, c'est que nous ferons, mesdames et messieurs, toute une émission sur ça quand nous aurons remis la main sur ces membres actifs de l'afrocentricité internationale au Congo. Voilà, donc pour atterrir, nous disons que c'est de grande importance. L'Afrique doit, tel que le définit la pensée du jour,
défendre sinon son identité culturelle. Et en chutant, la sœur nous a évoqué AES, donc l'Alliance des États du Sahel avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons vu les grands changements au Sénégal et nous passons très rapidement que même le professeur Théophile Obenga lui-même, le très grand champion et historien de chez nous, égyptologue de son état et panafricaniste engagé, a été invité à l'investiture du président donc Diomaye Faye, fraîchement élu, mais lui avait répondu très respectueusement, finissez d'abord avec les politiques et nous les panafricanistes on va arriver. Maintenant que les politiques ont fini avec tout ce qu'ils avaient fait, le tour est donc au professeur Théophile Obenga de se rapprocher du président élu pour donner les conseils, apprendre comment gérer la nation. Et c'est ça la puissance du panafricanisme, sinon de notre culture, de notre identité qui avait déjà tout par le passé avant que les autres n'arrivent ici. Donc, on rejoint Afrocentricity International Congo au 06 416 08 12. 06 416 08 12. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci.